Hello François, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va génial. Et toi, comment tu vas? Est-ce que tu as une annonce à nous faire? J'ai une annonce à faire pour le prochain épisode. On va faire un épisode un peu particulier. C'est une idée qu'on n'invente pas, mais qu'on pique à un YouTuber très connu aux États-Unis, Gary Vaynerchuk, qui en gros va faire un épisode un peu particulier où on va juger des sujets que vous allez nous soumettre de deux façons. On va dire soit c'est surcoté, c'est surfait, ou alors c'est sous-coté. En anglais, c'est overrated, underrated. Et ça va être très simple. Vous nous soumettez des sujets, par exemple, je ne sais pas moi, les NFT. Alors, comment vous soumettez les sujets? Ça va être dans les commentaires de la vidéo YouTube, de celle-ci pour le coup. Dans les commentaires, vous nous mettez n'importe quel sujet que vous avez envie qu'on commente. Et par exemple, les NFT, ben, nous, on dit si on pense que c'est surcoté à l'instant T ou c'est sous-coté, et on explique pourquoi. Quelques exemples de sujets, ça peut être un peu sulfureux, ça peut être le dropshipping. Est-ce que vous pensez que le dropshipping en 2021, c'est surcoté, sous-coté? Et nous, on va dire, est-ce que c'est sous-coté, surcoté? Et le truc, c'est qu'on est deux, donc je pense que des fois, moi, je dirais que c'est surcoté et lui l'inverse, ou des fois, on s'alignera et ça va être, je pense que ça peut être cool. Et je Et pense d'ailleurs que les fois où on sera d'accord et les fois où on ne sera pas d'accord, ce sera peut-être pas pour les mêmes raisons non plus. Du coup, exactement. Donc, à voir. un maximum de sujets, des exemples, les NFT sous-côté, sur-côté, le dropshipping sous-côté, sur-côté, la prospection sur LinkedIn sous-côté, sur-côté, n'importe quoi, le play to earn sous-côté, sur-côté, le Bitcoin sur-côté, sous-côté, la vente de formation en ligne sous-côté, sur-côté, Ça je peut sais être, pas ça peut être moi, spécifique, hein. N'hésitez pas les à pizzas, dire des noms. côté sur côté, n'importe quoi. Vous y allez. Honnêtement, il n'y a pas de, il y a La pas Silicon de, Valley, sous-côté, sur-côté. ouais, La ce que vous voulez. décentralisation à tout va, sur-côté, sous-côté. Ouais. Tout Exactement. Donc ça. voilà, ça c'est le prochain Et on espère épisode. que vous allez nous surprendre. En vrai, moi, Oui, j'espère donc qu'il y aura je des, veux des des sous-côtés, sujets sur-côtés. qu'on n'aurait pas pu trop penser. Donc là, je vous en ai donné quelques-uns et vous pouvez aussi les donner, ceux que j'ai donnés, ceux qu'on a donnés, parce que avec plaisir pour vous donner notre avis. Mais essayez d'être un peu inventif et d'aller dans des chemins un peu boueux et de nous et de venir avec plein de sujets. Plus vous en avez, mieux c'est. Et on fera ça. Je ne sais pas combien de temps ça prendra parce qu'on va commenter. On est deux. On va essayer de faire un rapid fire où à chaque fois on donne un avis mais assez rapide et on switch au prochain. Comme pour les Mais FAQ, quoi, un ouais, peu. comme pour les FAQ, donc c'est le même format. Et si vous aimez, Ok. bon, on en fera d'autres, bien évidemment. Donc, je répète, c'est dans les commentaires de cette vidéo YouTube-là. Donc, si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast, vous mettez pause, vous allez sur YouTube et vous mettez le sujet, le ou les sujets, si vous voulez en mettre plusieurs, dans la vidéo YouTube, dans les commentaires de la vidéo YouTube. Cool. Toi, tu as autre chose à dire? Ouais, en fait, il y a deux choses que je dois dire. La première chose, c'est que toutes les personnes qui ont mis des avis sur Apple Podcast, le concours, entre guillemets, continue. Donc, lâchez toujours vos commentaires avec les 5 étoiles si vous pensez que notre podcast les mérite. Et on choisira un gagnant pour un de nos NFT, du coup, d'ici la semaine prochaine, et on vous l'annoncera sur Twitter ou un truc comme ça. Deuxième annonce qui est la plus réjouissante selon moi, et selon Jedi aussi, je suis sûr, c'est le snapshot pour les détenteurs du NFT légendaire de FarmSpot euh, aura lieu le jour du lancement de cet épisode-ci, donc ce sera lundi, je pense, le 30 novembre. En tout cas, ce sera le 30 novembre qu'aura lieu le snapshot, et ce snapshot donnera accès au tout premier week-end organisé par FarmSpot. Euh, et c'est un week-end un peu particulier, puisque ce sera un week-end au ski, à la montagne, où Qui on est va organisé par organiser... François. Enfin, non, on va co-organiser, mais il a débuté l'organisation tout seul comme un grand. Voilà. Et est-ce que tu peux nous Donc, donner plus de détails? oui, alors je confirmerai les dates exactes pour les détenteurs du NFT légendaire. Mais c'est dans un petit village à la montagne qui s'appelle Bonneval-sur-Arc et qui est une station à 3000 mètres d'altitude. Enfin, on peut atteindre les 3000 mètres d'altitude, c'est très familial. On ira skier, on va faire des dégustations de cigares, d'alcool fort, si les gens aiment l'alcool, et de toute la bonne bouffe qu'on peut imaginer en France. Et on va organiser plein de trucs pour que ce soit un peu marrant. Peut-être de l'alpha qui sera délivré à ce moment-là sur nos projets, sur nos vies. Et sur vos projets, sur vos vies, on sera aussi là pour discuter avec vous de ce que vous êtes en train de faire, etc. Et je pense qu'on va essayer
d'un petit peu documenter tout ça pour que ce soit pour que les gens qui n'ont pas encore le NFT légendaire puissent voir un petit peu, avoir un avant-goût de à quoi ça ressemble de faire un week-end farm spot. Ouais. Donc Et voilà, ceux ce qui ne sera, ce peuvent sera pas venir à sportif. celui-ci, Ouais. Ceux qui peuvent pas venir à celui-ci, il y en aura d'autres qui seront organisés, bien sûr, dans le courant de l'année. Et donc, c'est le premier. Ça fait quand même maintenant 54 épisodes qu'on en parle, qu'on a envie de faire un truc avec nos plus fidèles auditeurs. Et bien voilà, c'est chose faite. Et donc, on espère que d'ici lundi, il y a d'autres gens qui vont acheter le NFT légendaire, puisque si vous le faites d'ici lundi et que vous êtes dans le snapshot, bah, c'est bien pour vous, vous serez invité en mais bonne et due forme. pour le coup, ils le sauront pas. Enfin, c'est-à-dire qu'ils connaissent la date Non, parce qu'on l'a dit dans l'épisode d'avant, mais, non, mais mais si avec. par hasard, les gens qui n'ont pas encore écouté cet épisode-là ont acheté un NFT légendaire d'ici lundi, eh ben, ils seront pris dans le Ils sont snapshot du dedans, oui, oui, coup. évidemment, ils sont Ouais. dedans, ouais. Oui. Et pour ceux qui hésitaient, ben, non, on verra. Dommage. Dommage. Dommage pour vous. Ok, bon allez, on commence Cool. cet épisode, Let's épisode go. numéro 54. Tu as quelque chose à me raconter? Je commence? Juste un truc, est-ce que tu as vu toutes les boîtes métaverses qui booment, tous Hmm. les jeux? Là, j'ai regardé aujourd'hui les stats de tous les projets crypto qui font du play to earn, ou pas forcément que du play to earn, juste qu'ils sont en train de créer des métaverses où tu gagnes pas forcément d'argent, mais tu vis dans un monde un peu parallèle. Ils sont tous en explosion. Et il y a de plus en plus de VC Web 2 qui en parlent beaucoup, beaucoup. Genre là, j'ai regardé euh, un- 3 comptes de VC connus dans le Web 2. Et ça fait 2 semaines qu'ils ne parlent que de métaverse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'Axie Infinity a remué beaucoup de choses pendant l'été. Mais je ne sais pas ce qui se passe là depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Mais je sais pas, tu as l'impression que tous les mecs avec beaucoup d'argent sont réunis autour d'une table et se sont dit, bon, les gars, il y a peut-être un truc qui s'appelle le métaverse, il va falloir s'y intéresser un peu plus. Et du coup, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Mais c'est super bon signe et je suis trop content parce que du coup, nous deux, on a des bagues dans des trucs liés au métaverse et du coup, ça prend plutôt bien. Juste pour dire que voilà, le métaverse est en train de monter et si vous voulez vous y intéresser, il est jamais trop tard. Ouais, alors Moi, les vas-y. principaux projets sur lesquels on peut renvoyer les gens, c'est quoi? Sandbox, euh, Sandbox, Illuvium, Mana. Enfin, Mana, c'est quoi encore le nom du c'est projet? J'oublie à chaque fois. Decentraland. C'est Decentraland. Decentraland. Il y a Illuvium qui explose aussi, Ouais, qui est un donc ça, play c'est to Play to earn. Earn. Ouais. Ouais. Axie Infinity, évidemment, qui a beaucoup explosé pendant l'été, qui stagne maintenant, mais ce qui est normal, mais qui reste quand même le truc le plus solide. C'est déjà pas mal, hein. Après, il y a plein d'autres trucs, hein, attention, Oui, mais ça, il y a plein de c'est le. youtubeurs aussi qui font des super belles YouTube, des vidéos YouTube pour Je faire vous des avais parlé enquêtes. je vous avais parlé d'un jeu il y a quelques mois, même au début du podcast, qui était un jeu un peu à la Diablo, un jeu Mhm. Web3 Play to Earn à la Diablo. Et j'avais découvert ce jeu grâce à un YouTuber dont je vous avais parlé à l'époque. C'était un blondinet qui a un accent espagnol mais qui parle en anglais. Ce mec est devenu une star sur YouTube. Donc à l'époque où je vous en parlais, c'était un mec, il avait genre 10 000 abonnés. C'était déjà super, hein, attention. Mais voilà, c'était pas, c'était bien, mais c'était pas non plus gigantissime. Et là maintenant, c'est devenu une des références des créateurs de contenu autour du métaverse. Et sur YouTube, il cartonne de ouf. Il a des vidéos qui tapent des centaines de milliers de vues, si pas des millions, et en moins d'un an. Donc lui, pour le coup, il a vraiment pris un train qui est le métaverse et le gaming plus spécifiquement, et il cartonne avec son contenu. Donc, et je suis sûr que si aujourd'hui, il y en a un d'entre vous qui sont vraiment passionnés par ce sujet-là et qui vont dedans, qui commencent à créer du contenu, même en français. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais ou vous ne voulez pas, vous allez sur du français, je suis sûr que ça va cartonner. J'en ai vu de plus en plus des youtubeurs francophones qui parlent du métaverse, qui focusent là-dessus, plus spécifiquement le gaming. Il y a beaucoup de Twitchers français maintenant qui commencent à se lancer et qui commencent à jouer à des jeux sur Twitch qui sont liés au Play to Earn plus spécifiquement. Mais juste pour dire qu'il y a un océan bleu à aller chasser, quoi. Mhm. Et c'est pas parce qu'on vous en parle beaucoup et que sur Twitter, si vous suivez les bonnes personnes, vous entendez parler que de ça, que c'est saturé. C'est pas du tout. Je veux dire, imaginez que demain, tout le marché entier du gaming pourra peut-être switch à un moment donné vers le métaverse. Donc, le marché est gigantesque.
Et puis le métaverse, c'est aussi un énorme mot fourre-tout. Donc Ouais, ça vous laisse assez d'espace pour explorer divers sujets. C'est pas obligé d'être du real estate sur le métaverse, c'est pas obligé d'être juste du gameplay sur le métaverse, ça peut être un peu de tout en fait. ouais, Non, ouais, c'est sûr. ouais. Ok, d'accord. Et juste pour continuer là-dessus, et après je te laisse ton premier sujet, il y a de plus en plus de gens que je suis qui sont en train de créer des plateformes pour onboarder les talents du Web 2 vers le Web 3. Et récemment, j'ai découvert un projet qui est un peu private pour le moment, qui est le projet du Head of Product de Reddit, qui est en train Mhm. de lancer une communauté Web 3 token gated. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est un peu comme nous on a fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir un NFT pour accéder à la communauté. Et en fait, c'est une communauté qui va être centrée sur l'onboarding des gens du Web 2 vers le Web 3, des talents du Web 2 vers le Web 3. Donc, ça va être les gens qui font du product, les gens qui font du design, les gens qui font du marketing, etc. Comment ils font pour appliquer leurs compétences dans le monde du Web 3 qui a ses propres codes, qui a sa propre référence. Et sur certains corps de métier, il y a des nuances à avoir, surtout dans les métiers techniques, mais pas que, même dans les métiers marketing, par exemple. Et lui, du coup, il est en train de créer cette communauté-là. J'ai vu son deck. Il donne trop envie. Je pense que quand il va lancer son truc, je vais acheter son NFT juste pour être dedans. Surtout que c'est le head of product quand même de Reddit. Donc, à mon avis, c'est un Mhm. truc qui va boomer, qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et je parlais avec quelqu'un d'autre qui est en train de lancer la même chose, mais focus sur une verticale qui sont les community managers et les marketeurs. Donc, comment tu prends des mecs qui font du community management et du marketing dans le Web 2 et tu les amènes vers le Web 3. Donc, lui, il focalise là-dessus. Donc, ça va être une communauté privée, payante, où il va te faire des webinaires chaque semaine, des channels d'entraide avec des mini-projets pour prendre toutes les compétences liées au community management et au marketing et les appliquer au Web 3. Et, et juste pour dire qu'il y a un boulevard devant ça. Il y a déjà des gens qui s'attaquent sur les compétences techniques. Vous avez Build Space, qui est très connu, dont on en a parlé, qui permet à des développeurs Web 2 d'aller vers le Web 3. D'ailleurs, Build Space est aussi en train de préparer une formation Community Manager. C'est très drôle. C'est-à-dire qu'à la base, eux, ils faisaient que pour les ingés, les devs et tout. En fait, là, ils en font une Community Manager. Donc, c'est comment tu deviens Community Manager dans le Web 3. Et vous avez des boîtes là, tu as le wagon qui est en train de préparer sa formation Je vois ça. crypto, enfin pas crypto mais blockchain technique. Lambda School qui a rajouté un onglet sur Lambda School en mode très bientôt on va pouvoir vous proposer une formation là-dessus. Donc là-dessus on reste sur de la technicité, mais pour vous dire que c'est gigantesque. Donc si vous avez l'âme d'un formateur ou de quelqu'un qui aime accompagner les gens pour transiter de métier, euh, c'est super. Et en fait, les outils que le Web3 nous donne à disposition, c'est-à-dire les DAO, les communautés privées, qui sont des choses en fait qui sont propres à l'éthos du Web3, sont les outils parfaits pour faire ça. Et ça peut être génial, quoi. Je Et c'est vois bien facilement demain. bootstrapable. Oui, oui, c'est ça. C'est que, enfin, c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas à vous lancer là-dessus si ça vous intéresse. Merci Vas-y. pour les recommandations de Papa, Papa Jedi. Non, mais c'est vrai, tu as, tout à fait raison. Et il y a en effet énormément de low-hanging fruits à aller chercher là. Surtout, et je dirais même, tu disais tout à l'heure, ouais, pour les youtubeurs, vous pouvez même le faire en français. Sur ce genre de truc, je dirais, faites-le en français. Comme ça, vous aurez un avantage concurrentiel comparé à tous ces géants qui se lancent. Alors, bien sûr, le Web3 est majoritairement anglais, comme la plupart des techs, des startups, etc., qui sont intéressantes dans ce monde. Mais il y a quand même plein de Français, plein de développeurs français surtout qui savent pas parler un mot d'anglais et les accompagner vers ce monde-là, je suis sûr qu'il y a un avantage concurrentiel à aller sur lequel se positionner. C'est ouf. Donc voilà. Alors moi, mon premier sujet, c'est pas un sujet, c'est un post-mortem. Donc la semaine passée, on a parlé de Constitution DAO qui voulait racheter la Constitution, qui avait levé 47 millions de dollars en 7 jours pour pouvoir racheter la Constitution. Bid, ils ont raté, ils ont complètement raté, enfin, ils n'ont pas complètement raté, ils ont surenchéri sur cette fameuse constitution, ils ont perdu face, pas n'importe qui, à un monsieur qui s'appelle Ken Griffin, qui est le head, enfin le CEO de Citadel, et Citadel, c'est un des hedge funds
qui étaient contre Wall Street Bet à l'époque. Je le précise parce que ça va être important dans la suite du développement, vous allez comprendre. Donc, Constitution DAO se ferme. En théorie, les utilisateurs peuvent aller sur Juicebox, donc c'est le site web qui avait hébergé cette levée de fonds pour pouvoir redeem, donc c'est-à-dire récupérer les ETH qu'ils avaient déposés à la base en échange des tokens. Le token s'appelle le People. Donc, ils peuvent en théorie récupérer leur mise ou un prorata de leur mise, qui est quand même assez intéressant. Comme la plupart des gens ont mis des toutes petites sommes, ce qu'on appelle le gas fee, donc c'est le coût de transaction pour faire le coût de gaz pour pouvoir faire une transaction sur la blockchain Ethereum est tellement grand que la plupart des gens n'ont pas encore ou réfléchissent même à ne pas aller rechercher à ne pas redeem leur people, etc. Le token People, ce n'est pas un token qui était prévu que pour lever des fonds, c'est un token qui a les attributs pour être échangeable sur d'autres plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le token People est tradé sur, par exemple, Uniswap. Donc, dans des pools de liquidité, donc c'est-à-dire là où il y a assez de TH ou du SDC ou du SDT pour que les transactions se fassent sans qu'il y ait un trop gros écart entre ce que tu déposes et ce que tu reçois en échange. Comme il y a un mécanisme de redeem qui est prévu à la base dans le contrat, on sait que 1 million de people, donc 1 million de token people, c'est plus ou moins égal à un ETH. Et en fait, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé, c'est que il y a des gens, des petits malins qui ont réalisé que ce 1 million de people égale 1 ETH, c'était l'équivalent d'un floor price en dessous duquel on ne pouvait pas descendre. Et donc, il y a eu des opportunités d'arbitrage entre la plateforme Juicebox et les pools de liquidité sur Uniswap, OneInch, etc. Et donc, il y a des petits malins qui se sont dit, bah, OK, on va racheter du people sur Juicebox, on va leur vendre sur Uniswap ou vice-versa, etc. Donc ça, c'est les premiers petits malins dans l'histoire. Les deuxièmes petits malins, c'est apparemment des groupes d'influenceurs chinois, des whales chinoises qui se sont dit, OK, Juicebox, enfin pas Juicebox, People, pardon, il y a un truc qui est en train de se passer là, c'est peut-être le futur meme coin. Pourquoi est-ce que c'est peut-être un futur meme coin? Parce que du coup, vu qu'ils n'ont pas racheté la Constitution, il est back by nothing, et en même temps, il a un floor price, et en même temps, il a un haut potentiel symbolique, parce que ça, à la base, c'est le plus gros projet qui a réuni la plus grande somme en si peu de temps pour pouvoir acheter un objet symbolique, la Constitution des États-Unis. Et en plus, ils ont perdu, pas face à n'importe qui, ils ont perdu face à ce type qui avait déjà essayé de défoncer Wall Street Bet à l'époque, en shortant GameStop, etc. Et en plus, comme la plupart du temps sur ce genre de coin, c'est beaucoup de petits bets. Donc les donations à la base, elles étaient, comme on l'avait dit, entre les plus grandes étaient de quelques ETH, mais les plus petites, c'était 0,01 ETH ou 0,0001 ETH. Donc c'était vraiment des tout petits trucs. Les gens ont vraiment fait ça en mode on fait une donation. Et donc, ces éléments ensemble, rassemblés ensemble, fait qu'il y a eu une énorme fluctuation du prix et que là, le token, il a fait x4, x5 à l'époque, enfin à l'heure où je parle, il est à quelques centimes, je pense, de dollars. Donc, c'est super intéressant parce qu'on est peut-être en train de voir l'émergence d'un meme coin qui, à la base, du coup, n'était pas du tout prévu pour ça. Et je me dois à quoi ça va ressembler. Les contrats sont apparemment pas audités. Il y a comment est-ce qu'on appelle ça encore? Des rewards pour les gens qui trouveraient éventuellement des bugs là-dessus. Bounty, ouais. Des bounties, voilà. Mais donc, c'est intéressant. C'était intéressant parce que du coup, la semaine passée, je disais peut-être bien que ce token-là va nous apporter des belles surprises, puisque même s'ils rachètent la Constitution ou même s'ils n'arrivent pas à la racheter, ça enverra un signal sur le marché de ça. En fait, le marché, comme d'habitude en crypto, a tourné ça en mode bullish. Et donc, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui ont été un peu maltraités dans le Discord apparemment. Le projet ferme officiellement, ils ont annoncé, sauf qu'il n'y a pas de date limite pour pouvoir retirer ces fonds, vu que les fonds restent dans le contrat. Et du coup, il y a une spéculation énorme qui est arrivée sur ce petit token. Et donc, voilà. Moi, En tout cas, ça va nous faire une dodge. ouais, c'est ça. C'est peut-être le futur Doge. Après, je sais pas, hein. Honnêtement, c'est un bet qui est très, très, très risqué. Ça devient du vrai casino pour le coup. Donc, moi, Et là, ce que j'ai fait, c'est pas. Et du coup, c'est pas non plus un investissement financier, un conseil en investissement. Mais moi, j'ai retiré la majorité de mes fonds de People et j'en ai gardé juste un petit peu au cas où c'est le futur Doge, mais j'ai du mal à y croire quand même. Donc, voilà.
C'est la petite histoire, donc le petit post-mortem Constitution DAO. Ça Voilà. t'intéresse? Non, mais tu fais bien de le dire. Oui, parce que du coup, et c'est ça, le problème, c'est que le podcast sort toujours 4-5 jours après le jour où on l'enregistrait. En général, on enregistre le jeudi fin de journée et on poste ça le lundi. Et du coup, on n'avait pas pensé, enfin, j'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai parlé du projet Constitution DAO. C'est que j'en ai parlé jeudi, le moment où le bid était toujours ouvert. Et puis le week-end, ils ont perdu le bid et le podcast est sorti le lundi. Donc Ouais, l'info, euh, elle était déjà arrivée ouais. à péremption finalement au moment où elle a été livrée à l'audience. Donc cette fois-ci, j'espère que ce ne sera pas déjà outdated quand ça sortira lundi. Ça sera déjà un Euh, fois 100 ou alors ce sera zéro. Ça peut pas être zéro du coup. En théorie, ça peut pas être Non, zéro. non, Ouais. en théorie. Cool. Tu veux que je parle d'un truc ou tu Vas-y, vas-y. dans le dernier alors il y a Tim Ferriss qui a fait un super épisode Ouais. J'en parlerai récemment juste après aussi. avec Kevin Rose. Ouais. Oui, Mais, avec Kevin mais je Rose. parle. Non, enfin, bon, tu verras. Ok. Vas-y. Donc il a fait un super épisode avec Kevin Rose. Je vous conseille vraiment à tous d'aller le regarder. Kevin Rose, c'est un ami à lui depuis très longtemps et ils font régulièrement des Team Kev Kev qui sont des sessions pendant 1 heure. Ils se tiennent à jour sur plein de sujets. Ils font un peu comme nous, on ferait, mais ils font ça de façon un peu ponctuelle. Et dans le dernier épisode, donc il parle de plein de trucs super intéressants. Je ne vais pas vous dire de quoi il parle, vous allez regarder, ce n'est pas le sujet. Mais à un moment donné, il parle d'un sujet qui tient très à cœur à Tim Ferriss depuis plusieurs années, qui sont les psychédéliques. Et donc, en gros, là, Tim Ferriss, depuis plusieurs années, a presque arrêté d'investir en start-up et maintenant, il investit principalement dans des centres de recherche ou dans des boîtes ou dans des start-up qui travaillent sur un sujet qui est le traitement de différentes maladies physiques et cognitives grâce aux psychédéliques, donc à toutes les substances que vous pouvez trouver dans les champignons hallucinogènes, dans le LSD, ce genre de choses. Et en fait, c'est un sujet qui est en expansion. Il y a plein de recherches qui ont réussi à prouver et à valider plusieurs traitements médicaux, souvent liés à la dépression, à l'anxiété, à ce genre de choses, grâce à ces produits-là. Et en fait, selon lui, on est en train de voir exactement ce qui s'est passé avec le cannabis. C'est-à-dire qu'à la base, c'était totalement prohibé, puis c'est passé dans le médical. Et aujourd'hui, vous pouvez, monsieur, madame, tout le monde en France peut aller acheter de l'huile CBD et en prendre le soir pour se relaxer avant d'aller dormir. Dire ça il y a 5 ans, 10 ans, ça aurait été impossible en France. Et du coup, pour lui, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, du coup, il y a des boîtes qui commencent à se lancer autour des champignons hallucinogènes. Alors, aux États-Unis, vous avez certains États où c'est légal. Il y a beaucoup d'États où c'est illégal. En Europe, dans la plupart des pays, c'est illégal. Il y en a certains qui acceptent, et certains qui tolèrent, mais c'est très, très borderline. Mais du coup, il y a une boîte qui s'appelle Neom Mind, qui se focalise sur une problématique qui est la perte de poids. Donc en gros, NeoMind, elle prend des chiffres et elle dit le marché de la perte de poids, c'est 200 milliards par an dans le monde, 200 milliards de dollars par an dans le monde. Donc tout ce qui est Mhm. complément alimentaire, sport, machin truc. En 2016, il y a 2 milliards de personnes obèses. Il y avait 2 milliards de personnes obèses dans le monde. Donc il y avait quand même 2 milliards, ça fait quoi? Ça fait un tiers, un quart plutôt, je pense, un quart de la population qui était obèse dans le monde. Et donc, en fait, l'obésité est un gros problème dans le monde et la perte de poids est un marché gigantesque, 200 milliards. Et ils ont trouvé, suite à plusieurs recherches, quelque chose qui se trouve dans la substance active des champignons, donc ce qu'on appelle dans la psilocybine. Ils ont trouvé une action que la psilocybine fait sur le corps, qui est celle de supprimer l'appétit ou de réduire l'appétit. Et donc, ils sont en train de se focaliser sur ce marché-là qui est du coup la perte de poids, en utilisant ces produits-là, plus spécifiquement la psilocybine, et ils sont en train de créer des traitements de perte de poids drastiques grâce à ça. Et en fait, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres de cas sur lesquels, sur lesquels on peut bosser grâce à la psilocybine. Et le marché a fait la même chose avec le cannabis, c'est en train Mhm. d'avancer de plus en plus vite et on a de plus en plus de cas qu'on va pouvoir traiter grâce à ça. La dépression en était un, comme je vous le disais, mais ici, maintenant, on a par exemple aussi la perte de poids.
Et du coup, il ne serait pas bête d'imaginer que d'ici 5 ans, dans le monde, on ait des bonbons à la psilocybine, on ait des patchs à la psilocybine, on ait des huiles à la psilocybine, exactement comme aujourd'hui, vous pouvez trouver des bonbons en forme des jellies, en forme de petits oursons au CBD, des patchs au CBD, des huiles au CBD, qui sont brandés pour les meufs, qui sont brandés pour les sportifs, qui sont brandés pour X, pour Y, etc. Et donc, juste pour vous dire que si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à creuser ce sujet qui est le sujet de la psilocybine plus spécifiquement et des traitements autour de ça. Tim Ferriss écrit beaucoup là-dessus. Il forward sur plein de liens, sur plein de sites, de centres de recherche un peu partout dans le monde, sur plein de documentation, sur plein de boîtes. Il y a aussi Mind Bloom qu'il cite dans le podcast qui, elle, est une boîte direct au consumer qui traite la dépression à domicile et à l'anxiété à domicile quand elle est diagnostiquée sous forme de maladie par un médecin, par un thérapeute. Et donc là, on a un exemple d'un direct au consumer qui fait ça, mais là, c'est plutôt d'ordre médical. Et donc, dites-vous que demain, peut-être qu'il n'y aura pas que de l'ordre, on pourra faire ça pas que sous prescription médicale, mais on pourrait faire ça aussi sous d'autres formes. Du coup, Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Et moi, je connais quelqu'un qui a attaqué le marché du CBD en Europe. Il a démarré par la France, c'était il y a 6 ans. Il a démarré par la France, il s'est fait tacler par la France, il a perdu en justice. Donc il s'est rabattu sur l'Espagne, là où c'était beaucoup plus toléré. Son business était un business ultra florissant en Espagne. Il est passé de 0 à 50 employés en un an. Ils font des marches de port, ils crachent du cash à mourir. Et là, ils viennent de gagner sur 2 pays, dont la France, légalement. Donc maintenant, ils peuvent même distribuer en France. Et c'est un mastodon. C'est une boîte qui fait du cash à mourir. Et ils ont pris un gros bet il y a 6 ans de s'attaquer sur ce marché-là et de jouer avec les réglementations, de créer un lobby. Ils ont créé carrément un lobby qui est à Bruxelles et qui a un bureau à Bruxelles qui va voir les hommes politiques pour essayer de faire comprendre que le CBD et le cannabis, c'est pas si mauvais que ça, machin truc, machin truc. Et donc, lui a pris un gros bet là-dessus. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il doit y avoir des gens qui prennent des gros bets sur la psilocybine et peut-être que dans 5 ans, 6 ans, on aura des Beyond the Art Company qui auront eu cet avantage d'être les premiers à s'investir là-dedans en créant du contenu. Par exemple, lui, un des premiers trucs qu'il a fait pour vendre, c'était de la création de content. Beaucoup de content. Donc, il a un des blogs en français, en espagnol et en anglais qui a le plus de visites par mois quand tu te poses toutes les questions que tu pourrais te poser autour du CBD. tu peux pas citer le nom de la boîte? Non, mais il a commencé il y a 6 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous commencez à vous intéresser à ça et commencer à créer du contenu autour de ça, peut-être que dans 6 ans, vous serez le leader sur Google, personne ne pourra vous détrôner. Et vu que il y aura peut-être un produit dérivé qui sera autorisé, bah, vous aurez un avantage concurrentiel gigantesque. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est un sujet qu'il faut creuser et n'hésitez pas à aller lire ce que Tim Ferriss écrit là-dessus et à aller regarder le dernier épisode avec Tim Ferriss. Sachant que c'est un domaine du coup qui est encore régi par le politique et qui est du coup réglementé, il y a un risque énorme à se lancer là-dessus, c'est-à-dire de passer Ouais. peut-être 2, 3 ans de sa vie et puis de se retrouver avec toujours le même blocage. Et donc, Tim Ferriss fait ça, lui, parce qu'il est très riche et parce que c'est vraiment un domaine qui l'intéresse très, 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 très fort. Aujourd'hui, toi, c'est quoi pour toi le profil type d'un entrepreneur pour se lancer sur cette thématique-là? C'est-à-dire une thématique avec un haut risque politique, aussi un haut risque moral, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse, etc. Les gens, en général, sont vraiment pour, vraiment contre, puis tu as une petite partie qui est neutre. Donc tout le monde a vite un avis sur ce genre de sujet. C'est quoi Mais c'est ça le ton... problème, c'est comme le CBD, c'est-à-dire que d'abord, il faut Oui, déjà c'est quelqu'un exactement qui comme le CBD. sache se Du coup, c'est renseigner quoi le profil médicalement déjà. Donc il y a Ok, quelqu'un donc qui sache quelqu'un qui a parler les avec. bases scientifiques.
ou quelqu'un qui est ultra méga curieux. Tu vois, aujourd'hui, on a des boîtes dans le biohacking qui sont par exemple, il y en a une qui s'appelle Bulletproof Coffee. Non, c'est un mec qui a une billion dans la vente de compléments alimentaires. Mhm. euh, C'est qui, le biohacker par référence. qui a De un référence. truc, qui a un café qui est très connu. C'est devenu une recette qui est le Bulletproof Coffee. Et le mec, à la base, il n'est pas médecin, je pense. Tu vois, c'est juste, il est ultra déter. Et c'est comme Tim Ferriss, à la base, il n'est pas médecin. C'est juste qu'il est ultra méga déter. Il veut parler à tout le monde. Il veut se renseigner. C'est Donc, je Dave pense déjà, Asprey, c'est possible, ouais, c'est le possible que ce soit founder. lui. Ouais. Euh, donc, non, je sais pas. Il faut déjà quelqu'un qui soit intimement convaincu aussi. Je pense que c'est typiquement le genre de business où tu n'y vas pas juste par Mhm. opportunité financière. Tu y vas parce que profondément, tu penses que déjà, peut-être que tu as vécu une certaine relation avec ce produit-là. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui s'est fait traiter. Peut-être que dans ta famille ou dans tes amis, tu as un médecin qui fait de la recherche sur ce sujet-là. Et tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais donc, il faut que tu aies vécu une expérience ou que tu aies entendu assez d'expériences validées scientifiquement pour y croire. Et après, te dire, bah, qu'est-ce que je peux faire là-dessus et te lancer. Mais c'est typiquement le genre de truc où c'est pas juste une opportunité financière. C'est pas un dropshipping que tu vas faire dans les 2 mois qui suivent et dans un an, si t'en as marre, t'arrêtes, quoi. Enfin, Mhm. je pense. Oui, surtout Euh, si tu veux gagner la grosse mise de fin, il faut rester résilient pendant plusieurs années et pas juste faire un quick buck puis disparaître. Ok, d'accord, Exactement. super intéressant. Euh, Mais on en et voit plein. Là, par exemple, si tu ouais. regardes dans le dernier batch de YC, il y a plein de boîtes qui ont été acceptées sur ça. Il y a Mindbloom déjà, mais il y en a plein d'autres. Et Mhm. c'est en expansion, surtout sur le traitement de la dépression et de tous les problèmes, toutes les dérivés qui ne sont pas de la dépression pure, mais qui peuvent tendre vers ça. Donc, ça va être la gestion du stress, ce genre de choses, l'anxiété aggravée et tout ce genre de choses. Euh, tu vois qu'il y a des vrais traitements qui sont. Moi, si vous voulez tout savoir, j'ai déjà fait un petit traitement de microdosing, Tu donc l'avais qui est déjà dit. aussi tout un business, qui est tout un business autour de la psilocybine. Et, euh, et, euh, et, et bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas genre c'est pas de la rigolade, quoi. Ça en devient des vrais business. Et demain, il y aura des billions sur ce créneau-là, quoi. Et donc démarrer aujourd'hui à s'y intéresser, si c'est un vrai truc qui pourrait vous intéresser, c'est pas déconnant, quoi. Et en fait, pourquoi est-ce que Tim Ferriss est hyper important dans l'équation aux États-Unis sur ce genre de sujet? C'est parce que c'est des sujets qui sont du coup peut-être tolérés, mais qui ne sont pas, pour lesquels la réglementation n'est pas en faveur. Et la réglementation est faite par la FDA. Et ça rejoint un autre podcast, je pense que c'était de Tim Ferriss. Allez, je sais pas si c'était Tim Ferriss et Balaji, mais en tout cas, il y avait Balaji dessus, où il expliquait à quel point la réglementation, dans certains cas, empêche l'innovation. Alors, c'est une pensée qui est tout à fait banale et tout à fait basique, mais du coup, ces boîtes-là qui veulent se lancer sur ce sujet-là, elles n'ont pas de grant, elles n'ont pas de subsides, elles n'ont rien, et tout est financé, la majorité des trucs sont financés par le privé. Mhm. Et donc voilà, c'était le petit détail que j'apportais en plus. Bah, moi, j'ai kiffé cet épisode-là aussi, j'ai pas encore fini. Je suis à la moitié et un moment dans l'épisode, alors là, c'est antenne libre pendant 2-3 minutes, je vous préviens. Skipper 2-3 minutes plus loin, ça vous intéresse pas. Mais Et Tim Ferriss batterie. dit non, par rapport Ok, à. ok. Je Non, pensais, non. c'est quand il y avait les batteries, j'ai pensé à toi. Ah, j'ai pas encore Vas-y. écouté ce moment-là. C'était Ok, au ok, tout début? vas-y. Je sais pas. C'était quand il parle du Covid, je pense. Ok, d'accord. Mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'il parle de ce concept que je veux aborder. C'est un concept qui m'a été rappelé plusieurs fois, notamment dans ma première expérience, j'ai expliqué. C'est le concept de two is one is zero. Ouais, mais Donc c'est ça, 2 c'est les et batteries. 1. C'est son histoire de batterie, quoi, de générateur, quoi. Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Je C'est comprenais pas ça. pourquoi tu parlais de batterie et de ça. Ouais, ok. Ah, d'accord. Donc, j'en ai déjà parlé aussi, apparemment. Du coup, je vais faire répète et répète pour Jedi. Pour les Non, non, autres, c'est vas-y, peut-être vas-y, la vas-y. première fois que Vas-y, vous vas-y. entendez. Donc, c'est le concept de 2 et 1 et 0. C'est-à-dire que quand, dans un problème, vous avez une solution, ben, en fait, vous en avez zéro. Parce qu'il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui flanche, qui fait que une des options que vous aviez en tête, ou si c'était la seule option que vous aviez en tête,
eh ben, elle disparaît. Et du coup, vous vous retrouvez comme un con, nu, face au monde ou face au danger. Donc, dans le cas de Tim Ferriss, il disait, j'étais le seul à Houston, je pense, à avoir, pendant la tempête il y a quelques mois, deux générateurs au cas où un des deux flanchait pendant qu'il y avait des coupures d'électricité. Et en fait, ce concept-là, c'est un concept que moi, j'ai appris en travaillant pour Lone Rider en Chine, quand je sourçais des usines en Chine pour des produits. À chaque fois que je trouvais, enfin, du coup, mon taf, une partie de mon taf était de, OK, on veut produire tel produit, on trouve une usine qui est capable de la produire. OK, d'accord. Et du coup, je faisais une sélection d'usines, j'allais les visiter, etc. Puis je revenais et je disais, il y en a une qui me plaît vraiment. Je pense qu'ils sont vraiment capables de faire le produit qu'on veut. Ils répondent à tous les critères, patati patata. Et en plus, ils ont des prix intéressants. Bien sûr, il n'y a encore rien qui est lancé, mais je pense que cette usine est qualifiée. Et du coup, je revenais tout content, tout joyeux, en disant, c'est bon, j'ai presque fini cette étape-là du taf. On peut passer à autre chose maintenant. Je vais trouver pour un autre produit, ou bien alors je vais faire autre chose, je vais faire du marketing, etc. Et mon boss à l'époque m'a regardé et me disent, non, il en faut au moins deux. Il faut au moins deux usines qui sont capables de produire des objets, enfin, les produits aussi qualitativement que ce qu'on veut, dans les délais qu'on veut, avec les matériaux qu'on veut et le rendu final qu'on veut. Et si on n'en a qu'une, eh ben, en fait, on en a zéro. Et à l'époque, je me rappelle, ça m'avait fait bugger. Et c'est un truc, en fait, c'est un super leitmotiv si vous faites du business, etc. Et finalement, en fait, ce concept de 2 et un et zéro, ben, on peut l'appliquer un peu partout. Par exemple, si vous êtes candidat pour un taf, eh ben, il vaut toujours mieux avoir au moins deux potentielles offres d'emploi plutôt qu'une. Alors, tout ce que je veux dire, ça paraît logique, mais en fait, il faut faire l'effort de pousser un peu plus loin à chaque fois. Tout comme quand vous voulez embaucher quelqu'un pour un taf chez vous, c'est toujours mieux d'avoir deux candidats qui sont très 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 qualifiés que d'en avoir que un face à une quantité de nuls que vous voulez de toute façon pas embaucher, etc., etc. Pareil pour les clients, il vaut mieux avoir deux clients potentiels plutôt qu'un potentiel, etc. Et ça m'a fait poser la question de, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est là qu'on ouvre l'antenne libre, qu'est-ce que ça veut dire, selon moi en tout cas, avec ce concept-là en tête, d'être un homme, eh ben, c'est quelque part de prévoir et essayer de prévoir toujours l'imprévisible, se parer pour l'imprévisible. Et là, je vais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée plein de fois à Jedi et à d'autres potes, et à chaque fois, les gens ont tendance à ricaner. C'est l'expérience que j'ai eue quand j'ai commencé à bosser en Belgique pour un gars fortuné duquel j'étais très proche, duquel je suis très proche toujours encore aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui aimait bien partager son expérience de la vie. C'était un entrepreneur, un successful, etc. Et je te vois déjà ricaner, donc ça va être difficile pour moi de... Parce que c'est quelque chose qui... Enfin, Vas-y, vas-y, c'est vas-y. tellement symbolique et tellement Non, mais fort que vas-y, moi, ça a vas-y. changé ma vie de comprendre ça et à force de répétition, je l'ai vraiment intégré. Et finalement, j'espère qu'il y a une petite partie d'entre vous, ceux qui écoutent, les auditeurs, qui vont peut-être capter ce que je m'apprête à raconter. Et du coup, c'était dans les années 70, euh, ce mec qui était très fortuné en Belgique euh, écoutait écoutait l'actualité, se renseignait très fort sur l'actualité, etc. Il bougeait beaucoup, il avait un business qui l'obligeait à beaucoup bouger, etc. Et à l'époque, on ne s'en rend pas compte, nous, aujourd'hui, parce que on est né tous quelque part avec une petite cuillère en argent dans la bouche, et qu'on ne se rend pas compte du danger que l'URSS représentait symboliquement dans la tête des gens à l'époque. Et donc, les gens avaient réellement peur que l'URSS, suite au fameux rideau de fer, comme Churchill disait, euh, puisse envahir le reste de l'Europe suite à la guerre. Donc en fait, ces gens-là ont connu la guerre, et puis ensuite il y a eu la guerre froide, et pendant la guerre froide, très régulièrement, il y avait des risques, il y avait des conflits militaires, enfin des conflits même pas armés, mais des, oui, des tensions militaires sur le territoire, enfin sur les extrémités de l'Europe avec l'URSS, euh, les conflits balistiques, le risque nucléaire, etc. etc. Et c'était quelque part un espèce de zeitgeist du moment, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un risque que l'URSS décide de casser le mur, enfin de partir de l'Allemagne de l'Est, parce qu'à l'époque l'Allemagne était séparée en deux, il y avait l'Allemagne de l'Est qui appartenait à l'URSS, et l'Allemagne de l'Ouest qui du coup n'appartenait pas à l'URSS, qui faisait partie du coup, enfin qui était l'Allemagne.
Et donc, l'ambiance générale, c'était OK, à tout moment, les chars peuvent débarquer et en moins de 2 jours, ils sont en Belgique, en moins de 3 jours, ils sont à Paris. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça arrive? Et tu vois, c'est ce que je veux retransmettre et ce que je veux un jour réussir, par exemple, à retransmettre à mes enfants ou aux gens que j'aime, c'est comment est-ce qu'on fait pour se parer et comment est-ce qu'on fait pour réaliser les risques qui sont les nôtres. Et donc, ce type-là, à l'époque, avait fait quelque chose que je trouvais extraordinaire. Et c'est ça qui fait ricaner les gens en général, c'est qu'il avait acheté une moto, une BMW pour 2 personnes, parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'enfant, il avait juste sa femme avec lui. Il avait fait une double selle, et dans cette double selle, il avait mis, du coup, c'est ça qui fait rigoler les gens, parce que je dis une rivière de diamants, parce que c'est l'expression qui est due cette coutume. Donc, il avait acheté des diamants, des petites pièces d'or, etc. Et il les avait mis dans un coffre-fort chez lui, mais à tout moment, il pouvait les mettre dans ce double fond et partir dans le sud de la France avec sa femme, vivre pour le reste de ses jours, au cas où l'URSS franchissait cette zone et envahissait le reste de l'Europe. Et donc, comme je me suis dit, quand il m'a raconté ça, il me l'a raconté plusieurs fois, puis il y a d'autres éléments de sa vie qui concordaient avec ce genre d'attitude, je me suis dit, OK, ce mec-là est un mec successful, il n'a pas besoin d'argent, il n'en aura plus besoin pour jamais, mais pourtant, il a toujours l'air d'être paré pour l'imprévisible, un peu comme Tim Ferriss a 2 générateurs. Ouais. D'ailleurs, lui a des générateurs chez lui aussi. Enfin, tu vois, c'est une Mhm. mouvance d'esprit que je trouve super intéressante. Je me dis, OK, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, idéalement, il faut avoir au moins 2 ledgers quand on est sur la crypto. Idéalement, il faut au moins avoir 2 banques, puisque les banques ne garantissent le remboursement dans le cas d'une chute et de retrait de vos avoirs jusqu'à 100 000 euros par compte. Euh, il faut avoir des adresses qui sont non doxées. Il faut au maximum limiter les centralised exchange et passer plutôt par des DEX si vous pouvez. Idéalement, il faut avoir plusieurs passeports, d'accord? En ce moment, il y a plein de business qui sont en train d'éclore avec les crypto-nomades qui vendent des passeports. L'autre jour, je ne sais pas si c'est toi qui m'as envoyé ou quelqu'un d'autre, il y avait... non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a envoyé, en gros, un service où tu payes ça 2 BTC et tu as un passeport pour je ne sais quelle île en moins d'une semaine et tu es Ok. reconnu comme un résident de l'île, enfin, tu reçois la nationalité, etc., tu vois? S'il y a une inflation, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une 5e, 6e, 7e, 100e vague de Covid-19 qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Si on reste confiné jusqu'à la fin de notre vie, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et donc, c'est incorporer tout ça. Et finalement, à la fin, j'ai un peu réfléchi à ça. Je me suis dit, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui est all-in. Et l'idéal, c'est vraiment de trouver l'équilibre Hmm. entre ces 2 écoles, tu vois. Mais il y a l'école qui est all-in qui se dit, OK, d'accord, pour pouvoir aller à fond dans ma vie, je dois descendre dans l'arène, faut reprendre cette fameuse expression que j'adore, descendre dans l'arène, ne pas regarder s'il y a une porte de sortie, une porte de secours à l'horizon, et juste tu te dis, je descends dans l'arène, ma vie, elle se passera dans l'arène, et si je dois crever, je crèverai là dans l'arène, je crèverai pas en essayant de fuir. Quelque part, c'est hyper intellectuellement, c'est stimulant intellectuellement. Je pense que tu peux capter des vérités que tu peux pas capter si tu es toujours en train de réfléchir à un plan de secours. Et en plus, quand on est jeune et qu'on a qu'on est dynamique et plein d'authenticité, etc., c'est un bon moyen d'avancer vite dans la vie. Par contre, le truc négatif par rapport à ça, c'est quand tout commence à aller mal, eh ben, en général, ou quand il y a des contraintes qui s'imposent à toi, etc., ben, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la phrase qu'on entend souvent chez les gens, c'est «Ah, mais c'est comme ça, mais on n'y peut rien». Et du coup, en fait, tu acceptes très vite d'être, quelque part, quand tu es all-in, tu te rends plus compte de ce sur quoi tu peux avoir une marge de manœuvre. Et finalement, c'est un peu l'effet casino où il est 5 heures du mat, tu sors du casino, tu es lessivé, tu n'as pas compris ce qui s'est passé, tu n'es pas sorti au bon moment, tu vois. Tandis qu'il y a l'autre école qui est un peu plus l'école de l'inquiétude, et du coup, qui est dans ses points positifs, je trouve ça aussi hyper intellectuellement, c'est super stimulant, parce que du coup, tu dois toujours essayer de te créer un rempart contre l'imprévisible. Euh, et ça t'oblige à réfléchir à des situations qui même ne se présenteraient pas à toi. C'est intéressant d'y réfléchir. Genre, typiquement, tout ce que je viens de citer là, avec les ledgers, les banques, ne pas être doxé, Mhm, s'il y a mhm. l'inflation. Tu vois, s'il y a une inflation, concrètement, je peux rien y changer. Mais y réfléchir et me dire, OK, si un jour je suis dans une position où s'il y a une grosse inflation, ça me met vraiment moi dans la merde au quotidien, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là, tu vois? Et finalement, Mhm. c'est hyper stimulant, mais il ne faut pas non plus tomber dans le côté négatif de cette école de l'inquiétude, entre guillemets, qui consisterait en fait à devenir sclérosé, à avoir peur de tout, à plus prendre aucun risque et finalement à faire de l'immobilisme. Mhm. Euh,
Oui, Et comme tu donc, dis, il faut pas. Oui, non, je le vois. Et tu me fais penser à un truc, mais vas-y, continue. voilà, c'était juste, si vous arrivez, moi c'est ce que j'essaye de faire, parce que j'ai plutôt une tendance vers l'école de l'inquiétude, moi. Je réfléchis beaucoup trop à tous les scénarios qui pourraient foirer. Je pense que, et encore, je parle à mon échelle, à ma vision des choses, je suis sûr que pour la majorité des gens, je suis un fou qui prend beaucoup trop de risques, qui n'est pas du tout quelqu'un de rationnel enfin si rationnel peut-être, mais qui n'est pas quelqu'un de sérieux. Mais à mon échelle, j'ai l'impression que je suis plutôt dans l'école de l'inquiétude, tandis que j'ai l'impression que, par exemple, toi, et encore, c'est peut-être en train de changer récemment, tu es plus dans l'école du all-in, et je pense, enfin, j'ai l'impression que tu aurais tendance à penser que c'est plus intéressant pour toi d'être dans le feu de l'action, quitte à ne plus vraiment savoir s'orienter, et de capter à ce moment-là les informations les plus essentielles. Mais je sais pas, donc l'idéal, c'est d'être un peu un pied dans chaque. Aujourd'hui, on n'a plus autant de risques de conflits militaires que ça, probablement, mais il y en a d'autres, on peut les imaginer. Et je trouve ça intéressant de se positionner et de faire l'effort intellectuel. Et quelque part, c'est très entrepreneurial, quelque part aussi, de se dire, enfin, souverain, une fois de plus, individu souverain, c'est, OK, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais si autant de possibilités arrivent? Comment est-ce que je pourrais réagir? Qu'est-ce qui est dans l'ordre du réel? Qu'est-ce qui est dans l'ordre du fictionnel complet, de la fiction complète? Et donc, voilà, c'était le petit passage radio libre. Non, 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 C'était une réaction, c'est vas-y. assez intéressant, mais du coup, moi, ça me fait beaucoup penser aux survivalistes dans le monde plutôt dans le monde de la nature enfin pas dans la nature, je sais pas comment expliquer ça, mais dans Dans le monde des tu sais, croissants, ouais. voilà, dans le monde décroissant et quand et si jamais il y a une guerre qui éclate ou il y a un deuxième Covid et que je veux aller à l'encontre de l'État, comment je fais? Bah, du coup, là-dedans, tu as tout un pan qui est le survivalisme. Et, euh, et je me dis, tiens, est-ce que tu peux pas, avec les exemples que tu m'as donnés dans la crypto, je me dis, des mecs comme ça, il ne doit pas y en avoir deux, il doit y en avoir plein, des extrémistes ou qui aimeraient tendre vers l'extrême de la sécurité ou du deuxième chemin, tu vois, ou de la Mhm. deuxième possibilité. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de créer une DAO, focus là-dessus, qui te proposera un tas de services, l'histoire du passeport, l'histoire de territoires physiques qui sont un peu no man's land et qui sont de réserve des bunkers. Mhm. Est-ce que la DAO pourrait pas être propriétaire de plusieurs bunkers et si tu es dans la DAO, tu peux accéder aux bunkers? Est-ce que tu pourrais pas Du coup, ce que je veux dire, c'est ce que tu pourrais pas créer une online community qui est dans ce move-là du survivalisme d'Internet et, euh, et leur proposer des services et des bonnes pratiques, donc les éduquer sur la sécurité, les éduquer sur plein de choses, tu vois, sur c'est quoi les meilleures banques, si en fonction de mon comportement, en fonction de mon portefeuille, euh, c'est quoi les meilleures assurances que je devrais prendre, c'est quoi, tu vois, l'histoire des bunkers, l'histoire du passeport, tu vois, c'est tiens, est-ce qu'on peut pas vous faire accéder à des services un peu borderline, peut-être même qui se trouveraient que sur le black market, mais qui vous permettraient d'avoir toujours un backup, Mhm. tu vois, en fait d'en faire une Très, DAO. très bonne idée. Là, les questions que je me pose, du coup, c'est ma perception du monde survivaliste, c'est que, enfin, en tout cas, donc, du coup, je tire une règle générale des exemples que j'ai en tête. C'est des gens qui sont pas du tout tech, pas du tout crypto. La question, Oui, du non, mais coup, tu que je prends me les pose, mecs, c'est tu prends les gens est-ce que crypto, dans le monde de la crypto, il y a des gens qui ont un penchant survivaliste? clairement. Ah, il y en a Et je plein. pense que oui. Oui, il y Je en a pense que plein. c'est possible. Oui, non, Mais non, en t'en as même temps, plein. tu vois, si tu présentes ça en mode bunker DAO, point XYZ, je suis sûr que ça fait un buzz et en même temps, ça fait un bad buzz dans le sens où en fait, Ouais, je c'est sais pas. antithétique avec ce monde bisounours que nous prévoient les woke de la crypto. Tu vois, donc, Ouais, mais il n'y a pas que des woke en crypto et après, c'est ça, mais c'est honnêtement, la question qu'on se pose à chaque fois. C'est est-ce qu'il y a vraiment pas que des woke en crypto? Et s'il ouais, n'y a je pas pense que qu'il n'y des a pas que des woke woke en en crypto. crypto, à quoi ressemblent les autres? Où sont-ils? On les entend pas beaucoup. Donc, Ouais, mais tu sais, voilà, il y a par exemple, ils avaient fait Cabine DAO
où Oui, c'est un truc où tu as des cabines un peu partout dans le monde et tu peux aller, tu peux aller dans les cabines pendant un séjour avec d'autres personnes qui sont membres de cabines DAO, etc. Et donc, pour c'est les la DAO qui artistes, etc. sélectionne les gens Ouais. qui peuvent aller là-bas et tout. Bon, ben pourquoi tu fais pas un truc totalement, tu vois, dans le même délire, quoi. Mais tu t'orientes tout autour de ce concept de toujours un bag up, quoi. Pas un, mais deux, quoi. Je suis sûr, il y a moyen de faire un truc. Je suis sûr, il y a moyen de faire un truc. Et tu, tu vois, en fait, il faudrait lister tous les services dont tu pourras avoir besoin, tous les tips que tu aimerais avoir, et de réunir tout ça et de les proposer sous forme de DAO, tu vois. Je suis sûr, il y a moyen de faire un truc. Et tu vois, Euh, enfin, je suis sûr, il y a moyen de faire un truc. il y a, tu vois, typiquement, le genre de truc qui peut me passer en tête quand je suis dans cette optique de l'école de l'inquiétude et que je me dis, qu'est-ce qui se passe si, et ça c'est mon côté survivaliste, mais que je n'ai jamais vraiment développé au final, parce que je suis un survivaliste qui vit dans un 45 mètres carrés et enfin dans un 40 mètres carrés là, et qui lit ses petits livres, qui boit son petit café, qui fait son petit podcast, qui fait ses petits trades en crypto, qui lance des petits projets quand il a le courage, qui va à la salle de sport et puis qui rentrera à Noël chez ses parents, tu vois. Ça, en moi, profondément, il n'y a pas ça. Mais mon côté un peu fou, par exemple, typiquement, maintenant, il y a une usine, je sais pas, une centrale nucléaire qui explose, où il y a un accident nucléaire. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire, toi? Non, pas du tout. Moi, je J'en sais sais pas, rien. je sais juste que je dois avoir des comprimés d'iode et qu'il faut en prendre toutes les X heures pour pouvoir survivre et ne pas être infecté par les irradiations. Oui, radiation, ouais. Ouais. Ok, moi, je sais Et, pas. tu vois? Et genre, typiquement, je me suis déjà posé la question, ok, est-ce que j'irais pas à la pharmacie m'acheter déjà un petit pack au cas où, tu vois? Ça, c'est mon côté fou. Et, mais donc, typiquement, tu peux imaginer Ok, dans les services de la DAO, il y a un drop, et j'en vois de plus en plus d'ailleurs des drones qui livrent, je sais pas si tu as vu, il y en a de plus en plus, il y a un peu partout dans le monde, il y a vraiment des livraisons en drone qui se font de plus en plus Ouais, couramment. Amazon avait fait ça, je crois que c'était en Angleterre, ils livraient en drone dans le jardin des gens. Et là, Et- imagine, dans un cas précis, avec un truc qui est monitoré on-chain, s'il y a une chute de température, s'il y a un gros réchauffement, s'il y a Ouh. tchic-tchac, boum, tu as Ouais. les petits drones qui partent des centres Amazon et dedans, il y a des trousses de secours, une couverture de survie. Elle arrive directement chez toi, comme ça, tu n'es pas obligé de passer pour le survivaliste quand tu accueilles les gens chez toi et tu leur dis, bon, oui, ça, c'est ma trousse de secours avec mon iode, etc. Tu vois, genre, la plupart des gens voudront l'avoir près d'eux, tu vois, mais imaginons que t'es en mouvement, t'es pas chez toi, tu es ailleurs, pouf. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs à imaginer, mais c'est. Et en même temps, et c'est là où je m'arrête, et c'est là où je retombe dans le camp du all-in, c'est que je pense que tu peux vite t'essouffler à imaginer des catastrophes, et il y en aura Mm, mm, toujours mm. des imprévisibles, et finalement de ne pas avancer dans ta vie, quoi. Alors après, si tu arrives à en faire un business, tant mieux. Après, je sais pas si vendre de la peur, vendre des bunkers, etc., c'est quelque chose qui est très bandant. Peut-être que pendant le Covid, c'est bandant, mais sinon, la plupart du temps, les gens préfèrent être à la plage et siroter des cocktails, quoi, quand tout va bien. Plusieurs là-dessus. Plusieurs là-dessus. Et il y a juste un milieu à trouver, tu vois. Je pense que Tim Ferriss le trouve. Il n'est pas non Ouais. plus parano à mourir, quoi. Enfin, Mais il a quand même dit, tu vois, genre dans ses derniers podcasts où il parlait de la protection, parce que du coup, quand tu as un ledger et quand tu es full crypto et bankless, ben, en fait, tu as, un problème qui se pose, c'est que c'est toi qui est détenteur responsable de de ta tout. fortune et tu Ouais. es responsable de la protection de ta fortune. Qu'est-ce que tu fais? Et on en voit plein des cas où les gens se font braquer, les gens se font enlever en échange de code, etc. Alors, heureusement, la plupart du temps, enfin, heureusement pour nous, je pense qu'on n'est pas encore et qu'on est encore loin d'être des gens à cible, etc. Mais c'est des sujets qui vont se poser à un moment ou l'autre, tu vois. Mhm. Et typiquement, aujourd'hui en France, le port d'armes est interdit. Par exemple, Tim Ferriss, il dit clairement dans ses épisodes qu'il a des armes qui sont cachées un peu partout dans sa maison, au cas où. Mhm. Et il dit lui-même que ça le stresse et que c'est pas quelque chose qu'il a envie d'assumer lui-même. Il préférerait que ce soit, du coup, délégué à quelqu'un d'autre. Et c'est là tout l'intérêt de Coinbase, etc. d'ailleurs. Bon, bref, tout ça pour Ouais. dire, intéressant ces sujets.
D'ailleurs, surcoté ou pas sous-coté le survivalisme? Dites-nous, posez la question, j'aimerais bien savoir. Les questions, on le dira la fois prochaine. Cool, ça fait déjà 1 heure, non, je pense. Yes, On a bien un peu l'aparté moins d'une heure. Ouais. a pris son temps. Si tu veux, on arrête là. En vrai, on rappelle quand même ce qu'il faut faire. T'as plus de sujet, toi, là? Non, il y a un truc qui est pas. C'est un truc que j'ai vu passer. Je le trouve pas non plus. Enfin, le truc c'est que ça match très mal avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est pas. Je peux le dire, hein, mais il y a pas de pont. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il n'y a pas de pont. C'est Jungle Scout. Jungle Scout, c'est une application qui vous permet de savoir, d'avoir des datas sur ce qui se passe sur Amazon dans le monde entier. Mhm. Et Jungle Scout est très souvent utilisé par les vendeurs Amazon pour savoir c'est quoi le produit tendance, sur quoi je devrais aller, etc. Et récemment, le fondateur de Jungle Scout a donné quelques chiffres et il dit aujourd'hui, pour cartonner sur Amazon, ce qu'il faut faire, il faut que vous vendez des produits qui se vendent déjà au minimum à 3000 unités par mois sur Amazon. Ça valide qu'il y a une forte demande. Deuxième critère, il faut que la compétition ait moins 300 reviews au total. Donc, Au ça veut moins dire qu'il y 300 a reviews ou moins de moins 300 de, reviews? moins Ok, de. ok. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu de gens très satisfaits. Et le produit, qu'il soit sur un achat compulsif ou un achat où il n'y a pas trop de réflexion, donc ça varie entre 20 et 40 euros. Et du coup, un exemple type de produit qui répond à ces critères-là, c'est le lanceur de boules de neige. En fait, sur Amazon, tu as un produit qui est de saison, qui est une espèce de petite main en plastique et ça te permet de faire des boules de neige et c'est pour les enfants, c'est super bien. Et en fait, un vendeur en moyenne vend 600 boules de neige, enfin les meilleurs vendeurs en moyenne en vendent 600 par mois pendant les hautes saisons sur Amazon. Et en fait, ça match tous les autres critères. Donc, le lanceur de boules de neige peut être un produit qui pourrait se vendre sur Amazon, qui a un faible coût, qui se vend plus ou moins cher avec des grosses marges en tout cas, parce que c'est typiquement un truc pour les enfants ou pour les ados. Et c'est très fortement demandé. La concurrence n'est pas si rude que ça. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Et puis, je prends un autre exemple pour le coup, qui est un exemple que moi, récemment, j'ai parlé avec quelqu'un et j'aide quelqu'un qui est sur ce créneau-là, qui est sur les pyjamas. Sur les pyjamas, sur les pyjamas combi. Donc, c'est des pyjamas où, par exemple, tu es en Pikachu, en entier, tu sais, c'est un Pikachu à thème, mais qui est jusqu'au cou, tu vois, et tu te remplis entièrement. Enfin, tu vois, c'est une espèce de combi déguisement un peu, mais qui est pyjama. Et il faut savoir que ce mec-là cartonne de ouf. C'est un business, pour le coup, il ne vend pas sur Amazon, il vend sur sa propre boutique. Mais c'est un business où il ne gère presque pas de stock. Et c'est un business saisonnier, parce qu'évidemment, bah, les gens en France, ils veulent des pyjamas quand il fait froid. Très orienté meuf, très peu de mecs qui achètent ça. T'as Et pas un pyjama entier, toi, Pikachu? non, pas du tout. Putain, Je mec. devrais, mais Mm. je n'ai pas. Et Un pyjama sushi pour July. ouais, pyjama sushi, putain. Je vais envoyer ça à Sushi Swag. C'est génial, le pyjama sushi, c'est génial en vrai. C'est vraiment génial. J'ai jamais pensé à faire ça. Et pour le coup, il fait que du SEO, pas d'ads et cartonne. Genre, il fait plusieurs milliers d'euros par mois, Mm. semi-passif, quoi. Presque 100% passif. Mais en saison, quoi. C'est-à-dire que ça commence l'automne, l'hiver, et là, ça explose. Il fait des mois avec des très gros CA, et puis ça redescend. Euh, donc voilà, juste pour vous dire que y a même vous pouvez même vendre des pyjamas, c'est pas un problème. Et, et- Euh, Dis-moi. non, mais j'allais dire, tu sais, l'année passée, à la même époque, j'avais lancé un petit putain, j'oublie même les noms tellement Maspa? je suis dans le Web3. Ouais, le truc de. Comment ça s'appelle Commerce de ça? Maspa? Non, non, mais Direct to consumer? le direct to consumer, exactement. On vendait de la pâte d'amande Ouais. fabriquée dans un petit. Je sais, par un artisan, etc. Et cette année, je voulais pas le relancer pour des raisons logistiques et d'alignement et de temps disponible, etc., avec la personne avec qui je faisais ça.
Et puis les gens sont venus nous parler sur Facebook en nous demandant ouais les gars, Il est enfin pas les gars, le. mais est-ce que cette année vous en faites? Est-ce que cette année vous en faites? Je suis prêt à C'est ça. commander X kilos, tu vois. Je suis là, putain, fait chier. Je voyais l'argent potentiel, tu vois. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un deal avec la personne qui s'occupe de ça, du coup, en Belgique. Euh, on ne relance pas d'ads, on fait rien du tout. Par contre, on envoie juste un email. Mais du coup, j'ai juste envoyé un email pour le moment à la base des clients qu'on avait l'année passée. On avait un peu moins de 100 clients sur les 2 mois où on a travaillé là-dessus. Et là, en 24 heures, j'ai déjà eu quasiment 15 commandes pour un total qui approche aujourd'hui un peu plus de 1 000 euros. Donc, tu vois, genre, comme ça, juste un email. Donc, quand tu parlais de passive income, etc., c'est super intéressant de voir que le vrai passive income, c'est sur les produits consommables et du coup qui sont appelés à être réachetés régulièrement avec une marque forte et un branding fort et une histoire derrière. Si les gens sont vraiment convaincus de ce qu'ils ont, dans notre cas, de ce qu'ils ont mangé et qu'ils ont kiffé ça, et ben, c'est tellement facile après. C'est tellement facile. Et les gens ont du coup un plus gros panier que l'année passée, parce que du coup, je leur ai dit, il y aura plus autant de choix que l'année passée, il y aura que ça et ça. On se relancera officiellement l'année prochaine, etc. Je ne sais même pas si on va se relancer ou pas, tu vois. Mais juste, on a diminué le catalogue, il ne reste plus que 3-4 choix. Les prix, on les a un peu augmentés, du coup, avec l'inflation, blablabla. Surtout parce que je sais bien comment ça va se passer sinon. J'ai pas envie de commencer à calculer sur 2 euros. Et les gens ont acheté, ils ne sont pas posé de questions. J'ai pas eu un email qui me pose une question, j'ai rien eu. J'ai juste eu des commandes, 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 commandes. Et en plus, ouais, c'est même pas, j'étais vraiment vulgaire à mort dans le sens, enfin pas vulgaire, mais approximativement. J'ai dit, est-ce que vous voulez être livré avant ou après le 10 décembre? Ou peu importe. Les 2 tiers choisissent, enfin non, un tiers choisit avant, un autre tiers choisit après le 10 décembre, et la plupart disent, enfin du coup, le tiers restant choisit peu importe. Donc, tu vois, Juste, ils c'est en assez veulent, quoi. intéressant. Oui, ils en veulent. Mais pour pas parler de cet exemple-là, parce qu'on s'en fout de ce petit truc sans intérêt finalement, mais Non, non, ce mais qui est, intér- ce qui est c'est un intéressant, vrai c'est de business voir à de. quel point, une fois que tu as lancé ton business, que tu as fait une marque, bah, c'est tellement facile de revendre après aux gens. Et du coup, quand t'es pas sur des produits qui sont consommables, ben, il faut lancer de nouvelles collections en rapport avec la collection de base. Et chez Lone Rider, par exemple, c'est exactement ce qui se passait aussi. Quelque part, on regardait pas trop le coût d'acquisition du premier client, vu que le premier client achetait enfin, le coût d'acquisition, il était lissé sur peut-être 5 à 10 ans, finalement, vu qu'on sortait une nouvelle collection tous les X mois. Enfin, tu vois, donc, je trouve ça Ouais, vraiment très, ouais. très fort. Et ça m'avait manqué quand j'ai fait ça, alors que ça fait 1 an et demi que je suis dans le Web3 et que je touche vraiment plus. DTC, tu vois, c'est un mot que j'ai oublié, c'est une appellation que j'avais oubliée, qui est sortie de mon périphérique. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, putain, c'est quand même pas mal en vrai, hein. Non, mais c'est du cash, Est-ce que hein. C'est du vrai même. cash. Oui, c'est du vrai cash et enfin, il y a d'autres sujets après, c'est chiant la logistique, etc. Tu vois, mais le C'est support du vrai client. cash. Cool. Bon. Bon, bon, bon. J'avais un truc dont je voulais parler, Vas-y, mais vas-y, 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 j'en vas-y. parlerai la prochaine fois. C'est sur le play to C'est. earn. Donc, c'est encore un autre sujet. Là, je pense que les gens, ils ont fait le grand écart Ouais, là, entre on tous a, les on a sujets. Là, sauté ils de. sont. Le On va saut était, les, le saut de l'ange était grand. on va les Euh, ménager. Semaine cool. pro. Qu'est-ce Enfin, la qu'ils doivent semaine faire? d'après, Ils du coup. doivent absolument nous donner des idées de choses qu'on doit rater la fois prochaine dans les commentaires YouTube. Faites-le vraiment. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'Apple Podcast avec un petit commentaire et de nous envoyer une capture d'écran sur Twitter en nous taguant tous les deux ou en nous l'envoyant en message privé pour être éligible à recevoir un NFT gratuitement d'ici le 30. Peut-être même qu'on fera, enfin, j'ai pas envie de m'engager, mais on fera peut-être un effort pour sortir l'épisode avant. Comme ça, ils ont quelques jours d'intervalle s'ils écoutent le podcast à temps, non? Ok. On va voir ça. Ok, cool. Je te laisse. Bonne C'est moi journée. qui te laisse. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.